Bonjour et bienvenue à Rio de Janeiro, Recreio dos Bandeirantes, avec ce superbe soleil et l'été qui s'est enfin installé sur Rio de Janeiro. Et aujourd'hui, bienvenue à Connaissance du Monde sur peut-être les mécanismes qui nous permettent de tout embrasser ce qui est autour de nous, ou d'au moins d'en comprendre les modes de fonctionnement. C'est vraiment quelque chose qui m'a accompagné dans mes questionnements, dans le sens où j'ai pu voir et apprendre beaucoup de choses, et les intégrer ensemble n'a pas toujours été aussi simple. Et voilà, c'est ce que je vous propose aujourd'hui, c'est ce Connaissance du Monde sur l'art de tout embrasser, parce que maintenant je peux vous le présenter d'une façon claire et simple par rapport à mon voyage. C'est toujours mon voyage que je partage avec vous. Et c'est là que je vais vous emmener aujourd'hui. Il est possible que vous voyez des choses différentes, attention. Je n'ai pas dit que j'avais toute la vérité, je n'ai qu'une partie de la vérité, et vous en avez sûrement une autre partie, et puis tout le monde a presque tout si chacun va dans ce qui est bon pour lui. Juste avant, peut-être je vais me présenter. Donc je suis Sébastien Lièvre, alias Lama Thupten, dans notre temple bouddhiste de Recreio dos Bandeirantes, à Genche da Praia. C'est sûrement une des peut-être dernières vidéos que je vais faire en français. Ensuite, je vais basculer sur l'anglais et sur le portugais, parce que nous sommes ici au Brésil, et c'est vrai que nous donnons beaucoup en français, et les Brésiliens aujourd'hui sont plus soit dans l'anglais, soit bien sûr dans leur propre langue. Et il est temps aussi qu'ils nous accueillent ici aujourd'hui, et c'est juste aussi quelque part de leur rendre, d'une certaine façon, et d'intégrer, si je peux dire, notre rôle ici sur place. Voilà, donc ce temple bouddhiste, juste en quelques mots, il se veut vraiment de réunir beaucoup de choses. Il a le bouddhisme en point central, mais avec cette vision large de tout ce qui se passe autour de nous. Et voilà, ce temple vous invite aussi à des formations. Donc là, il y a une formation qui a commencé, qui est une formation de psychologie bouddhiste que Pascal fait. Vous avez aussi la gnose, et vous pouvez aussi avoir du présentiel, à mon avis, qui va prendre de l'ampleur dans l'année qui va arriver, puisque des locaux, on va dire, plus adaptés sûrement vont être présents et qui vont nous permettre de vous accueillir ici. Revenons à nos moutons. J'ai appelé ça l'art de tout embrasser. Alors, c'est simplement pour avoir cette vision la plus large possible qui permet de tout comprendre sans se concentrer à chaque fois sur chaque chose. Et je vais essayer de vous faire toucher ça du doigt de la façon la plus simple que j'ai trouvée. C'est sorti ce matin, j'ai écrit, et c'est ce que je vais vous présenter. Alors, chaque enseignement est à la fois juste et faux. Un enseignement est vraiment relié à une focalisation de l'attention sur quelque chose de particulier. Quand je me focalise sur la table, je ne vois plus derrière moi, je ne vois moins sur les côtés, et donc c'est très juste de parler de la table, mais il manque une dimension qui peut être encore au-delà, c'est comment la table est arrivée, etc., etc. Et donc se concentrer sur quelque chose n'est qu'une partie de la vérité. C'est pour ça que j'insiste toujours sur ce que je vous dis, et vous dire que c'est aussi qu'une partie de la vérité à chaque fois. Donc, tous ces enseignements, si vous regardez bien, ils peuvent induire chez vous une perte de repères. Dans le sens où,
vous avez soif de savoir. Peu importe pour toi. Pourquoi? Est-ce que c'est votre ego? D'ailleurs, j'ai dit pour toi. Donc c'est exactement ça. Est-ce que c'est pour moi, c'est pour mon ego qui veut savoir? Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que plus on sait, et plus l'ego est rassuré. La guêpe, tu vas voir ailleurs. Plus on sait, plus l'ego est rassuré. Donc dans votre démarche d'apprentissage, il faut vraiment que vous preniez conscience de est-ce que vous vous mettez, je dirais, au contact de la vie en tant qu'élève de la vie, ou est-ce qu'il y a une recherche en vous d'être le maître, et le maître de connaissances, et donc le maître de la vie. Parce que votre ego souffre, il a peur, et quand il est le maître des choses, eh bien quelque part il est rassuré. Donc voilà, c'est là qu'on peut se perdre dans tous les enseignements qu'il peut y avoir. Chaque enseignement est bien dans sa façon d'être, sûrement à l'endroit où il a été créé, je vais vous en parler un petit peu après, mais le risque c'est vraiment de perdre nos propres repères, de perdre les repères. Parce qu'on va se concentrer sur une chose, après on passe à une autre, mais cette autre chose, elle vient un peu contredire plus ou moins celle d'avant. Et du coup, je peux être un petit peu perdu. Et si on regarde bien, tout ce que je vous raconte, du moins en partie à mon niveau, depuis déjà quelques semaines, voire mois, eh bien, c'est en fait que moi, je vous parle beaucoup du yin et du yang. Ah bah, on est sur deux choses, yin et yang. Alors c'est super simple à comprendre, mais d'une certaine façon, on peut embrasser tout, mais on peut avoir du mal à se concentrer sur une chose en particulier. C'est pour ça que vous avez par exemple en Inde les 3 doshas, Pitta, Vata, Kapha. Ah bah là on passe à 3. On complique un petit peu, mais il y a aussi une vérité. Et puis en médecine tibétaine, on va parler des 4 éléments, plus le 5e qui est l'espace. Ah, on est passé à 4 plus 1. En médecine traditionnelle chinoise, on va vous parler des 5 éléments. On est passé à 5. Et puis, si on parle d'astrologie, on va parler des 7 astres. Et puis, si on parle des égotypes, si je me souviens bien du cours de Pascal, des luminaires qui sont au-dessus de nous, des étoiles, eh bien, nous sommes sur 9 égotypes. Et puis, si on augmente encore un petit peu, j'en ai oublié un. Fu-Yi, ça remonte vraiment à 3000 ans avant Jésus-Christ, c'est, je vous rappelle, les bâtons de Logos, mais c'est ce qu'on va ensuite représenter par ces 3 symboles, Yang, Yin, qui se modifient. On parle du 8 octants, parce que en fait, si on prend 3, on peut les associer de 8 façons. Et on a déjà une impression de la vie sur 8 façons de voir les choses. Sauf que Fu-Yi, si on le développe encore plus, en mettant ça x 2, on arrive à 64 combinaisons. C'est le Yi-King, c'est les 64 façons de voir la vie, mais ça va beaucoup plus loin par rapport à plein de choses. Et puis juste avant, on a les 12 constellations, et puis là on est encore dans l'astrologie avec les 12 constellations. Donc si j'étudie une chose, puis j'étudie une autre, puis encore je passe encore une autre, il y a un moment où je peux perdre mes repères. Dans le sens où j'ai appris un truc et c'était basé sur 5. Et puis après, j'en apprends un autre, c'est basé sur 9. Comment je les relie ensemble? Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est de comprendre le mécanisme qui est derrière le fait de relier les choses ensemble et donc de ne plus se perdre dans un dédale qui est un vrai labyrinthe. Parce que vous pouvez passer des années à apprendre les 3 doshas, vous pouvez passer des années à apprendre les 9 égotypes et les 12 constellations. C'est vraiment des choses qui peuvent être d'une grande complexité, même si au départ c'est d'une grande simplicité. Comprenez une chose, c'est que tout ça, chaque chose, est née en fonction souvent d'un lieu. Je vous expliquais quand je vous faisais le cours sur le yin et sur le yang, c'est que ce qui est autour de nous va créer ce que nous sommes, par effet de rééquilibrage et de réaction. Si vous êtes dans un pays très chaud, eh bien il faut que votre corps soit très frais. Si vous êtes dans un pays très froid, il faut que votre corps soit très chaud. Et c'est pour ça que les Esquimaux ne fonctionnent pas du tout comme un Africain. Donc comprenez bien que l'endroit où vous allez vivre, à l'époque même où vous allez vivre, si on rajoute encore un peu de complexité, eh bien va créer votre vision. Il est évident que la vision d'un Esquimau n'est pas la même vision qu'un Africain. Et votre façon
d'adapter votre vision à chaque chose et vraiment relié à ces phénomènes d'adaptation. Donc passer de l'un à l'autre est possible si l'on accepte de changer son mode focal à chaque fois. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Et c'est vrai que si vous êtes en Inde, eh bien en fait, c'est ce qui est sorti ici, les 3 doshas, tout ce qui est derrière l'Inde que Nicolas peut vous raconter, eh bien tout ça, c'est issu de l'Inde. La Chine, on va être sur les 5 éléments. Le Tibet, on va être sur les 4+1. Le Japon, on est encore dans d'autres choses, mais le Japon, eux, alors, la qualité du Japon, c'est de prendre un petit peu tout et d'en sortir quelque chose. Donc ça, c'est intéressant. Et puis l'Occident est un peu perdu. Comme je vous l'explique depuis longtemps, il est dans un extrême yang, une extrême concentration, et il fait le papillon en passant de l'un à l'autre, de l'un à l'autre. Et le risque, encore une fois, c'est un risque d'ego, c'est de vouloir s'approprier les choses, et en se concentrant sur chaque chose, on finit par vivre dans un labyrinthe. Et il n'y a pas de sortie à ce labyrinthe, si ce n'est juste d'accepter d'oublier le labyrinthe. Chaque endroit a créé une vision des choses. Alors ce que j'aime bien prendre comme exemple dans ces cas-là, c'est que, ok, je regarde un arc-en-ciel, je vois les couleurs, j'en vois peut-être 7. Et puis, un chat regarde l'arc-en-ciel. Combien il voit de couleurs? Ça se trouve, il n'en voit pas 7. Et puis un autre animal voit encore les choses sous un autre angle. Donc comprenez bien que votre façon de voir chaque chose est vraiment spécifique, possiblement à votre espèce, possiblement aussi en fonction de l'endroit où vous habitez et la façon dont votre corps s'est créé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important à comprendre. Et quand on commence à rentrer dans ce mécanisme de compréhension du mode de fonctionnement de ces focales, eh bien, vous allez pouvoir embrasser tout en pouvant, pourquoi pas, aller dans le détail de certaines choses. Mais ça dépendra vraiment, je dirais presque, de votre corps physique, comment il a poussé. Et Nicolas est parfait dans l'Inde, moi je suis presque parfait dans le taoïsme, Pascal est sûrement parfait dans le bouddhisme. On est tous capables d'aller toucher chacune des autres choses, mais il faut avouer quand même qu'on a une focale et une vision claire sur une chose. Cette façon de voir les choses, cet arc-en-ciel, c'est déjà une première explication. Ce que vous devez aussi comprendre, c'est l'exemple que je prenais avant de vous expliquer ce que je viens de vous expliquer. J'essayais de faire des corrélations entre toutes les thérapeutiques. Et il m'était venu une image qui était l'image du piano. Ce piano, il a des notes. Et ces notes, elles se répètent. Attention, on a décidé de 7 notes avec des intervalles bien particuliers. Étudier la musique, vous verrez, c'est très intéressant. C'est de la mathématique, mais qui a été focalisée sur certains points. Puisque des fois on passe d'un ton et des fois on passe d'un demi-ton. Donc ça dépend des notes. Bref, prenez la vie comme un grand piano. Si vous vous concentrez sur une gamme, eh bien vous voyez Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Concentrez-vous sur une autre gamme, vous verrez les mêmes notes. Par contre, elles sonnent d'une façon différente. Concentrez-vous encore sur une autre gamme et vous aurez encore une note différente. Alors ce qui est intéressant de comprendre, ça c'est plus pour les personnes qui veulent comprendre pourquoi les pierres fonctionnent. Alors donc les thérapies à base de pierres, je reviendrai sur le nom après, c'est pas grave. Ou alors on va dire la musicothérapie, ou bien la color thérapie, couleur, ou bien la thérapie rien qu'avec les aliments, c'est possible. Ou bien la thérapie avec, je ne sais pas moi, les plantes. Ou les fleurs de bac. Eh bien en fait, vous allez voir que la vie étant un grand piano, dans la vie, vous avez la gamme des organes. Ensuite, dans la vie, vous avez
une gamme qui correspond par exemple aux couleurs. Et puis vous avez une autre gamme qui correspond aux pierres. Mais vous pouvez avoir aussi, les gammes sont infinies. Vous avez une gamme sûrement qui correspond aux planètes, vous avez une gamme qui correspond aussi par exemple aux céréales. Et ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi on arrive à avoir un impact sur tel organe grâce à telle technique. Eh bien, c'est tout simplement en utilisant les harmoniques. C'est-à-dire que sur un piano, quand j'appuie sur une note, sur cette gamme-là, eh bien, elle résonne en harmonique sur toutes les gammes dans un sens et dans l'autre. Ce qui veut dire que si vous avez un problème d'intestin, eh bien, on sait que le sarrasin agit dans les intestins. Parce que, en fait, le sarrasin et l'intestin sont des harmoniques, sont dans la même harmonique. Et comme ça, vous comprenez pourquoi vous pouvez vous soigner avec à peu près tout ce qui est autour de vous. Après, votre sensibilité fera que vous tendez vers une chose ou vers une autre. Mais par contre, là, sur les notes, on est sur 7 notes. Mais la médecine traditionnelle chinoise vous apprend la même chose, mais avec 5 notes. Puisqu'en fait, on parle de 5 éléments. Et c'est là qu'il faut vraiment comprendre que c'est notre façon de nous focaliser sur quelque chose qui nous permet de créer quelque part, de voir ces harmoniques, et on a décidé que c'était coupé en 5. Mais il y a plein de possibilités. C'est presque infini. C'est presque infini. Moi, quand je vous parle du yin et du yang, quand j'essaye d'aider quelqu'un à travers le yin et le yang, je suis que sur 2 touches du piano. Et 2 touches du piano qui se reportent dans tous les sens. On peut passer à 5, on peut passer à 4 plus 1, on peut passer aux 3 doshas. Donc voilà, il y a plein de possibilités qui existent, et toutes sont justes, et quelque part, toutes sont fausses. Tout dépendra en fait de l'angle de vision que l'on va avoir. J'insiste sur ça parce que c'est vraiment important de le comprendre. Ce qui va vous permettre d'aller dans le labyrinthe et de toujours trouver la sortie. Sinon, vous risquez de vous perdre dans le labyrinthe, et la raison en est l'ego, de toute façon. Si vous comprenez tout le piano, l'ego a lâché. Il n'a pas de choix. Parce que lui, souvent, il tient à quelque chose. Donc, il se concentre sur une gamme. Mais s'il arrive, ou du moins si vous arrivez à l'emmener vers quelque chose de beaucoup plus large, vous verrez qu'en fait, eh bien, vous avez les clés du labyrinthe. Et c'est vraiment un labyrinthe, parce que c'est d'une complexité extrême. Et dès qu'on rentre dedans, on peut rentrer encore plus de complexité, dans encore plus de complexité. Donc voilà, c'est intéressant de voir les choses un petit peu comme ça. Comprenez que votre façon de voir les choses, elle correspond à votre corps, à ce que vous êtes. Et notamment par rapport à l'endroit où vous avez grandi et la façon dont votre corps s'est construit. Il est possible aussi que ce qu'on explique dans le bouddhisme, quand on intègre le corps, on traverse des champs mémoriels, eh bien en fait l'imprégnation des champs mémoriels crée aussi quelque chose par rapport à votre œil qui peut s'adapter à une chose plus facilement qu'à une autre. Dans mon cas, c'est le taoïsme. Donc, si je dois parler de celui qui m'a accompagné depuis de très nombreuses années, donc Georges Oshawa, eh bien en fait, tout simplement, j'ai partagé avec lui ces champs mémoriels. C'est aussi simple que ça. Et ça donne beaucoup d'humilité, parce que vous comprenez bien que ce n'est pas vous qui dirigez tout ça. Alors, maintenant que vous avez compris comment, je dirais, vous pouvez appréhender le monde qui vous entoure, maintenant je vais essayer de vous parler un petit peu plus de l'instrument. Quel est l'instrument qui permet tout ça? Eh bien, cet instrument, alors attention, tout ce que je vais dire à partir de maintenant, ce sont les mots que j'ai choisis, qui sont les mots qui me correspondent. Donc faites très attention. Si vous commencez à interpréter les mots dans votre vision sans aller dans le sens profond que j'essaye d'y donner, vous allez entrer en dissonance par rapport au message que j'essaye de faire passer. Ayez bien conscience de ça. Les mots ne sont qu'une toute partie de la chose. Dès qu'on commence à verbaliser la chose, on commence à s'éloigner de la chose. Chacun a des mots particuliers pour certaines choses. Si je vous parle de la paix,
votre façon de voir la paix n'est pas ma façon de voir la paix. Donc les mots que je vais utiliser sont des mots qui me correspondent. Essayez d'en sentir, je dirais, la substantifique moelle qui correspond à chaque mot. Alors quel est cet instrument? Cet instrument, on peut l'appeler instinct, intuition, parfait. Dans le sens où c'est quelque chose qui est spontané. J'insiste énormément quand je vous parle sur la spontanéité, dans le sens où quand il y a spontanéité, c'est l'instinct, l'intuition, parfait, qui est là et qui est présent. Il est relié à tout, et il est partout. Et c'est lui qui envoie les informations. Ces informations, donc l'instrument, c'est lui. Cet instinct, intuition parfait. Et l'objectif de cet instrument, eh bien, va vous permettre, par exemple, d'utiliser votre mémoire, d'utiliser votre connaissance, ou bien d'utiliser votre intelligence. Alors c'est intéressant de le voir comme ça, ce n'est qu'une partie de la vérité, mais essayez juste de suivre la démarche que j'ouvre devant vous. C'est juste que la focale sur la mémoire, sur le passé, c'est la mémoire. Quand je regarde en arrière, c'est la mémoire. C'est ni bien ni mal, c'est juste une focale. Quand je suis dans l'instant de tout ce qui est autour de moi, eh bien, je suis dans la connaissance. C'est-à-dire que c'est un instant qui est un ensemble de choses. Quand je suis dans le futur, c'est mon intelligence, c'est ma focale intelligence qui se met en place. C'est-à-dire que mon instinct intuition parfait peut voyager partout. Donc il utilise plaque, il est sur la mémoire. Ensuite, il est aussi dans la connaissance, puisqu'en fait, il est dans son instant. Et ensuite, il est aussi dans l'intelligence, puisqu'il peut prévoir le futur. Et tout ça vous donne une information. Et c'est exactement ce qui s'est passé il y a quelques jours pour moi. Je vais vous prendre un exemple. J'essaye de manger du poisson régulièrement en ce moment, parce que je passe beaucoup de temps dans l'eau aussi, et quelque part, il me faut. C'est un bon équilibre que d'avoir cette énergie du poisson. Désolé pour ceux qui sont végétariens, mais quand vous vivez très proche de la mer, il vous faut cet équilibre. Et cet équilibre, vous pouvez le trouver dans le poisson, c'est le plus adapté à la mer. Donc si je mange du poisson, je m'approche d'un équilibre quand je suis dans la mer. Je fais beaucoup de surf, et du coup, si je suis en déséquilibre, je ne peux pas rester longtemps dans l'eau, j'ai froid. Le poisson, avec son énergie yang, l'animal, me permet d'être proche de l'océan. Et il y a quelques jours, Geneviève, donc, qui fait partie des personnes qui sont dans le temple, a décongelé du poisson. Et elle sait que je mange du poisson, donc elle m'a donné le poisson. Mais moi, je ne savais pas d'où il venait. Il a été congelé, combien de fois il a été décongelé. Je n'avais pas assez d'informations, et je sais que c'est dangereux de s'alimenter avec un aliment animal qui passe très vite et qui crée beaucoup de toxines et de poisons. Donc, j'ai décidé que je ne mangeais pas ce poisson. Le lendemain, j'avais acheté du poisson frais chez les pêcheurs sur la plage, et ça faisait 3 jours que j'étais toujours à droite à gauche, et à midi, j'arrivais pas à le manger. J'arrivais pas à trouver un repas pour le manger. Donc j'étais avec mon filet de poisson qui traînait depuis 2 jours et demi dans mon frigo. Donc on m'invite à manger le midi chez Pascal, et je dis non, il faut absolument que je mange le poisson qui est dans mon frigo. Parce que je savais que j'avais commencé à atteindre la limite de quelque chose. Donc là, vous voyez comment j'ai ma mémoire qui allait sur le passé, comment j'ai mon intelligence qui se projette dans le futur en disant attention, ça c'est dangereux, et puis dans mon instant, je suis dans la connaissance d'un petit peu toutes les choses, et ça me permet d'avoir une action qui va peut-être être juste. Si mon instinct intuition est parfait, eh bien en fait tout ça s'imbrique en un seul bloc, et mon chemin est complètement ouvert, et je dirais net. L'image est nette. Sauf que, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu les informations, mon instinct intuition a fonctionné, ma mémoire a fonctionné, ma connaissance a fonctionné, mon intelligence a fonctionné,
Mais il a fallu quand même que j'aille manger ce poisson. Je me suis retrouvé avec, sur le palais, des boutons qui commençaient à pousser, des boutons qui sont venus partout sur mon corps, mon cœur qui s'est mis à battre à je sais pas combien, et du coup j'ai fini par vomir et aller aux toilettes, et en quelques heures c'était fini. J'ai pris du repos, j'ai bien laissé mon corps avoir toute l'énergie pour évacuer ce poison, et voilà, mais c'était un bon exemple, alors peut-être pour cette vidéo d'aujourd'hui, j'en sais rien, mais de comment ça fonctionne, d'accord? La mémoire, le passé, le futur, votre intelligence qui se projette, qui arrive à mettre les choses en place, et puis cette connaissance de l'instant qui est en fait, qui embrasse un petit peu tout, mais qui est quand même là maintenant. C'est maintenant que j'allais manger mon poisson. Et tout ça grâce à un instrument qui s'appelle l'instinct intuition parfait, qui lui est un grand tout de tout ça. Mais quand on parle de la mémoire, de la connaissance, de l'intelligence, on parle juste, je dirais, d'une partie de l'instrument. Et ça, c'était important, je pense, de le partager avec vous, parce que c'est une bonne façon de présenter la chose. Alors, cet instrument, c'est quoi? C'est l'instinct intuition parfait. Comment peut-on essayer de le développer? Alors, déjà, si votre ego s'en mêle, si je veux développer ça, laissez tomber. Ou du moins, allez-y, mais vous allez vous mettre des bâtons dans les roues. Parce que, en fait, vouloir mettre de la volonté dans les choses, on s'éloigne de la spontanéité, c'est l'ego qui reprend la main. Vous êtes loin de votre nature Bouddha, qui normalement peut vous guider d'une façon très libre et très ouverte, et beaucoup plus rapide. Et si vous êtes dans l'ego, eh bien en fait, vous perdez du temps. Est-ce qu'il faut perdre du temps? Bah oui, possible aussi. Je ne suis pas en train de juger si c'est bien ou moins bien d'être dans une nature Bouddha ou dans une nature d'ego. J'essaie juste de poser les faits sur ce qui est. Donc quand vous êtes dans l'ego, vous êtes dans le labyrinthe. Donc faites bien attention. Quand je vous parle de trouver une façon de s'approcher de cet instinct intuition parfait, eh bien, déjà de le développer, non, c'est pas la peine de le développer, il existe déjà. Par contre, ce que j'essaye d'exprimer, c'est de s'en rapprocher. Qu'il n'ait pas des bâtons dans les roues. Eh bien, en fait, je pense que on a deux possibilités. J'y avais jamais trop réfléchi. C'est ce matin où je me suis du coup renseigné un petit peu plus, j'avais les idées qui venaient, je me suis renseigné un petit peu plus et je pense que j'ai une partie de la vérité. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Une pièce, deux faces. Un côté yin, un côté yang. Un côté ouvert, un côté fermé. Nature Bouddha, nature égotique. Eh bien, je pense que le zen et le do, avec un accent circonflexe, sont les deux faces de la même pièce. Le zen, c'est l'art de la méditation. Le do, c'est l'art de l'action. Je vous rappelle que le do, au départ, est issu d'un bouddhisme zen qui est venu au Japon. Et ensuite, ce bouddhisme zen était lui-même issu du taoïsme. Donc en fait, si on fait la chaîne, on passe du taoïsme au bouddhisme zen, et ensuite on passe au Japon, où on va développer les arts de quelque chose. Alors je vous parle du bouddhisme zen, parce que tout simplement, les moines étaient aussi dans l'art de faire les choses. Certains dans l'écriture, d'autres dans d'autres choses. Et le Japon, je vous rappelle, intègre tout ce qui se passe autour de lui. Donc, on va retrouver au Japon, par exemple, le karaté-do, l'art du karaté. Et dans le do, on est dans la concentration de faire quelque chose et d'aller vers une perfection. Attention dans la pratique de la chose. Si vous êtes dans la recherche d'un résultat à tout prix, vous perdrez du temps. Essayez d'être dans les choses de façon spontanée et dans la concentration de quelque chose. Plus vous forcez, moins vous y arrivez. Vous avez l'art du tir à l'arc. Vous avez l'art du guerrier. Bushido, je crois. Voilà, il y a plein de do qui ont été créés. L'art des fleurs au Japon. Et le do, on est dans une restriction, une focalisation, une recherche de perfection physique, je dirais presque, et elle vient ouvrir autre chose, et elle nous relie à notre instinct intuition parfait aussi. Donc, il y a toujours deux possibilités pour arriver à chaque chose, soit en extrême yang, soit en extrême yin. Le do, c'est l'art de faire quelque chose. Donc on est dans le yang. Le zen, c'est justement l'ouverture des choses.
Donc c'est l'art de ne rien faire. Donc dans le côté zen, eh bien en fait, le côté zen, l'ouverture énorme, permet aussi d'aller dans cet instinct, intuition parfait qui vous permet de voyager dans l'instant, puis de ressortir. Et il en va de même avec cette notion du do, qui permet dans la concentration aussi de sortir. Alors je vous ai expliqué dans ce que je vous ai exprimé lors de ce partage sur Inception et le rêve à l'intérieur du rêve. Eh bien, tout simplement, le fait d'être hypnotisé par quelque chose vous permet aussi de sortir du monde, de la chose. Et c'est exactement ce qui se passe, à mon avis. La pratique du do est une forme d'auto-hypnose sur quelque chose, et ça permet une grande ouverture aussi. Donc voilà, ça c'était vraiment intéressant aussi de le comprendre, c'est qu'est-ce que cet instrument? Quand l'instinct intuition est parfait, tout ce que vous faites devient presque parfait. Attention, hein, celui qui est tout le temps là-dedans, je lui tire mon chapeau, parce que l'ego vient en permanence mettre des bâtons dans tout ça. Donc l'important, c'est pas d'être parfait, l'important c'est de vivre la perfection et l'imperfection. Et de faire partie de ce rêve de la terre, ou de ce rêve de Dieu, pardon, et qui est justement de jouer avec ces deux choses. D'une façon, si possible, eh bien, la moins dans la douleur et la souffrance. Mais encore une fois, ça serait presque jugé. Il faut la douleur et la souffrance aussi. Ça fait partie du jeu. Donc voilà, tout ça, c'était pour vous expliquer un petit peu cet art de tout embrasser ce qui est autour de vous. Et ça peut vous permettre d'aller dans chaque labyrinthe en ayant la clé à chaque fois du labyrinthe. C'est-à-dire que de façon instantanée, vous pouvez sortir du labyrinthe quand vous voulez. Et là, c'est intéressant parce que vous êtes sur les deux plans. Vous êtes sur le plan quelque part de la matière et vous êtes sur le plan de ce qui n'est pas la matière. Quand je vous parlais de vous focaliser sur quelque chose, eh bien, c'était vraiment cette notion de comprendre qu'il y a toujours deux façons de voir les choses, ou du moins plusieurs façons en fonction de l'endroit où on habite. Mais on voit un autre exemple très flagrant, c'est quand je vous présente par exemple le yin et le yang et je vous mets une ligne horizontale. Je vous rappelle que l'horizontal en taoïsme, c'est le yang, c'est la matière. Et je vais vous mettre tous les aliments. Et on est bien dans la matière. Et puis regardez un petit peu ce que Pascal, dans le cours de psychologie bouddhiste qui a eu lieu il y a quelques jours, eh bien Pascal vous présente une ligne qui est verticale. Et là, on n'est plus dans la matière, on passe dans quelque chose d'un peu plus subtil. Et cette façon verticale de voir les choses, c'est la façon yin. Et en bas, on a l'inframonde, en haut, on a la métaphysique, et puis Dieu, sûrement, qui est tout ça. Donc voilà, comprenez bien qu'en fonction de votre focale, vous passez d'une chose à une autre. Les deux sont vrais, mais quand vous êtes dans une, vous ne pouvez pas être dans l'autre. Hein. C'est comme si je vous dis de regarder une face de la pièce, et puis de tourner, et puis de voir l'autre face. Donc voilà, c'est très important, je pense, d'avoir conscience de ça. Ça va vous aider à refaire le tri sur tout ce que vous avez pu apprendre, tous les labyrinthes dans lesquels vous êtes allés. Et voilà, je pense que c'était ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui en français. Il est fort possible que dans les jours à venir, eh bien, je reprenne mes conférences, du moins ces partages. Hein, conférence, le terme est mal choisi, je préfère partage, mais dans d'autres langues, parce qu'il est temps aussi que nous partagions ça ici, avec les personnes qui habitent ici. Voilà, méditez sur tout ça, vous prenez pas trop la tête, essayez de rester dans la simplicité, et puis voilà, quand vous êtes trop dans la concentration, allez, partez de l'autre côté, ça va vous rééquilibrer un petit peu, et si la matière est trop forte, allez dans la nature, généralement, elle a aussi les justes milieux par rapport à tout ce qui se passe. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée dans le rêve de la vie, et puis à bientôt. Ciao, ciao.
Une chose dont je voulais vous parler et que j'ai oublié, c'est cette notion d'élève et de maître. Alors, sachez une chose, c'est que l'élève et le maître ne sont que les deux faces de la même pièce. Plus grand la face, plus grand le dos. Si vous acceptez d'être l'élève de la vie, et bien quelque part, vous deviendrez aussi votre propre maître. C'est ce qu'on explique souvent, c'est de chercher votre propre maître, c'est vous. Et celui qui sait ou qui a la conscience de tout ça, au bout du compte, il fait juste que partager son voyage et il n'est pas plus maître que vous. Il a juste une expérience et il essaie juste de la partager. Donc, comprenez bien une chose, c'est que c'est en acceptant d'être l'élève de la vie que vous en deviendrez le maître. Attention, si vous désirez être le maître, ce qui arrive très souvent quand l'ego s'en mêle, eh bien, vous ne serez pas le maître de grand-chose et quelque part, vous continuerez d'être l'élève de la vie, mais peut-être de façon très réduite, puisque vouloir quelque chose, c'est se l'accaparer, c'est cette énergie de contraction, et vous serez juste un tout petit maître, et vous serez juste un tout petit élève. Donc voilà, je vous incite à vous ouvrir à être l'élève de la vie, et vous verrez que vous deviendrez aussi un grand maître. Enfin du moins, pourquoi pas. Ciao, ciao.